Alors, comme le temps presse, je vais m'attacher à résumer mon propos. Quelles ont été maintenant, plutôt quelle a été l'organisation que les Espagnols ont voulu donner sur le plan politique à cette conquête? Alors, sur place, des vice-royautés ont été installées. Un vice-roi, comme son nom l'indique, est un personnage qui représente le roi d'Espagne et prend les décisions en son nom. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y a pas de moyens de communication comme ceux qui existent aujourd'hui, et par conséquent, pour qu'un ordre vienne de Madrid, il faut plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois. Et donc, ce personnage est très important, puisqu'il doit régler toute une série de choses sur place et prendre des dispositions adéquates. Deux vice-royautés ont été créées dès le début de la conquête. Une première vice-royauté à Mexico. C'est un petit peu logique, puisque c'était le cœur de l'Empire aztèque. Une deuxième vice-royauté a été créée à Lima. Également logique, puisque Lima, qui est devenue depuis lors la capitale du Pérou, était un lieu plus facile d'accès, évidemment, que la capitale des Incas, qui était Cusco. Au XVIIe siècle, une autre vice-royauté va être créée, celle de Colombie, la Nouvelle-Grenade, et enfin, une quatrième vice-royauté va être créée au XVIIIe siècle, celle de La Plata, avec comme siège Buenos Aires. Voilà. Dans ces vice-royautés, vous avez des capitaineries, dirigées en fait par des gouverneurs, qui représentent le vice-roi dans des régions plus particulières. N'oubliez pas que ces territoires sont quand même immenses. Ce sont des distances fabuleuses. Il n'y a pas de train à l'époque, il n'y a pas d'avion. Et donc, évidemment, il faut subdéléguer les pouvoirs. Alors, au sommet de cette pyramide politique, vous avez le Conseil des Indes qui siège à Madrid, qui prend les décisions sous l'autorité du roi. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer aux conséquences de ces grandes découvertes. À commencer par les conséquences économiques. Ces conséquences économiques sont essentielles pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Vous imaginez, que serait le monde aujourd'hui s'il n'y avait pas les États-Unis, s'il n'y avait pas le Brésil, s'il n'y avait pas l'Amérique, tout simplement. Le monde serait organisé différemment, politiquement, militairement, économiquement, sans aucun doute. Donc, je dirais que la découverte de l'Amérique a certainement changé la face de l'histoire de l'humanité, sans aucun doute. Alors, sur le plan économique, la prépondérance des ports de la Méditerranée, Barcelone, Venise et Gênes bien entendu d'abord, Marseille ensuite, va diminuer au profit des ports qui, dorénavant, vont naître ou se développer le long de l'Atlantique, puisque c'est là que les produits du Nouveau Monde vont arriver. Je vous avais parlé de Venise et de Gênes au Moyen-Âge. Bien entendu, c'est la Méditerranée qui est au cœur, je dirais, du commerce maritime au Moyen-Âge. À partir du XVIe siècle, ce sont les côtes atlantiques. Les ports qui vont naître ou se développer plutôt sont Cadix pour l'Espagne, Lisbonne pour le Portugal. En France, dans un deuxième temps, surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle, Bordeaux et Nantes, mais au XVIe siècle, vous avez surtout, dans nos régions, Anvers. Anvers va être la métropole de l'Occident pendant plus de 50 ans. Vous aurez Londres, et enfin, à partir des 2 dernières décennies du XVIe siècle, Amsterdam. Voilà. Ce sont donc dans ces ports que tous les produits du Nouveau Monde vont arriver. Le capitalisme va se développer à cette époque-là, bien entendu. Alors, savoir quand le capitalisme est né, c'est difficile, bien entendu.
Moi qui suis historien, mais j'aurais tendance à voir des continuités, non pas des ruptures. Traditionnellement, bien que cette théorie soit contestée, il y aurait eu dans l'histoire du capitalisme 3 étapes. Un premier capitalisme qui serait un capitalisme commercial. C'est le capitalisme dont je suis en train de vous parler pour l'instant, c'est-à-dire que des grands marchands, des gens entreprenants, des grands négociants décident de prendre des risques en empruntant de l'argent auprès des banquiers pour armer des navires, les faire voguer sur les océans pour en retirer de très très gros profits, donc avoir une très très grande plus-value. Donc le risque est important parce qu'il y avait beaucoup de navires qui ne revenaient plus, à la suite de tempêtes par exemple, ou simplement parce qu'ils avaient été pris par des pirates d'abord et puis des corsaires. Les corsaires, ce sont des pirates d'État, si je puis dire, hein, qui ont des lettres de course officielles de leur souverain. Ensuite, deuxième étape, il y aurait eu un capitalisme de type industriel, essentiellement au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Et enfin, une troisième étape où dominerait le capitalisme financier, celui que nous connaissons à l'heure actuelle, qui domine effectivement l'économie dans le monde et qui est à l'origine, hein, comme vous le savez, de la grave crise qui nous attend dans les 3 ou 4 prochaines années. Nous ne sommes qu'au début de cette crise qui ressemble étonnamment, bien que ce ne soit pas la même chose, bien sûr, à celle des années 30. Bien entendu, ces capitalismes se chevauchent. Il ne faut pas imaginer des périodes comme ça où il y a le capitalisme commercial, le capitalisme industriel et puis le capitalisme financier. Bien entendu, ceux-ci se recouvrent et le capitalisme financier actuel n'a pas éliminé le capitalisme industriel, le capitalisme commercial. Il s'agit simplement d'une dominante, bien entendu. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que une classe de marchands, de négociants, de banquiers va prendre de plus en plus d'importance. En Allemagne, des grands banquiers comme les Fugger ou les Welser vont prêter à l'empereur Charles Quint au point de pouvoir le faire accéder à l'Empire, alors qu'il avait comme concurrent François Ier, roi de France, qui souhaitait également être empereur à ce moment-là. Donc les financiers jouent un rôle sur le plan politique. Vous devez vous dire également, je ne fais que rappeler les choses, que le mode de vie va changer également en Europe, avec l'arrivée de tous ces nouveaux produits évoqués précédemment. Alors, sur le plan social maintenant, quelles sont les classes bénéficiaires et les classes qui vont perdre, les losers, si je puis dire, dans cette aventure? Sur le plan du côté des gagnants, donc des winners, pour utiliser un terme actuel, vous avez tout d'abord ces grands capitalistes, ces grands marchands, certainement, qui bénéficient d'une hausse vertigineuse des prix. Je vous rappelle également ce que c'est que le phénomène inflationniste. L'arrivée massive d'or, mais surtout d'argent pendant un siècle, va conduire à un renchérissement des prix. C'est-à-dire que plus un bien est rare, plus il est cher, plus il est abondant, plus il est bon marché. Comme il y a beaucoup d'or et beaucoup d'argent sur le marché, la valeur de l'argent et de l'or va baisser. C'est tout à fait logique. Alors qui va bénéficier de cela? Ces fameux négociants et ces marchands et ces banquiers dont je vous ai parlé, mais aussi, on n'y pense peut-être pas tout de suite, les paysans. Alors pourquoi les paysans? Bien parce que les paysans se trouvaient dans une situation, je dirais contractuelle la plupart du temps, avec les seigneurs. Quand je dis les seigneurs, c'est au sens technique du terme, c'est-à-dire ceux qui possèdent des seigneuries, qui ne sont pas obligatoirement des nobles d'ailleurs, ça peut être des bourgeois qui sont des seigneurs. Eh bien, ces paysans avaient des contrats de fermage, des contrats de métayage avec les propriétaires du sol, qui avaient été fixés pour des durées très longues. On pourrait presque parler d'amphithéose, des contrats de très longue durée. Et ces contrats fixaient une fois pour toutes le montant qui était payé annuellement pour
la ferme ou pour le métayage. Donc il est prévu par exemple, si vous avez un contrat de métayer, c'est-à-dire où la moitié des céréales produites vont au seigneur et l'autre moitié reste aux paysans, eh bien, à partir du moment où le paysan peut vendre cher les céréales qu'il a produites pendant l'année, eh bien, évidemment, il va pouvoir s'enrichir, sans aucun doute. Même chose pour ceux qui, comment dirais-je, payaient une rente, un cens fixe. Si vous avez un cens qui est fixé pour 50 ans avec votre seigneur, qui est le propriétaire de la terre, donc vous n'êtes que le possesseur, celui qui la travaille et qui bénéficie des fruits, eh bien vous allez payer en argent une somme qui va devenir dérisoire puisque la valeur de l'argent a diminué, a baissé. Donc vous allez payer une somme tout à fait fantaisiste, bien entendu, je dirais, vous allez payer, je ne sais pas moi, 10 livres sur l'année. Hein? Mais ces 10 livres, comme elles ont perdu de leur valeur, comment dirais-je, en pouvoir d'achat, eh bien le paysan, lui, paye cette somme qui est fixe, alors qu'avec le système inflationniste et le système de la, comment dirais-je, du renchérissement des denrées, eh bien, toute la différence est pour lui. Donc ces frais fixes diminuent au profit de la plus-value, c'est-à-dire de tout l'argent comment dirais-je, qu'il gagne suite à la vente des céréales. Ceux qui perdent, inversement, alors ce sont les seigneurs, bien entendu. Hein? Parce qu'eux, ils voient le revenu diminuer. C'est tout à fait logique. Une classe sociale qui est perdant dans l'affaire aussi, ce sont les ouvriers. Les ouvriers qui vivent dans une misère souvent effroyable, une misère noire. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait le système des corporations et le système des guildes. Vous vous souvenez, ces associations professionnelles qui fixaient des règles très strictes, à la fois quant aux conditions de travail, quant à la qualité du produit, mais aussi quant au salaire. À partir du moment où ceux qui travaillent dans les villes fixent des salaires à leurs apprentis, aux compagnons qui sont fixés une fois pour toutes, les capitalistes n'ont plus intérêt à passer commande, doivent travailler ou être patrons d'une petite entreprise ou d'une grande entreprise dans une ville. Il a tout intérêt à délocaliser. Le terme de délocalisation, vous savez qu'il est très actuel aussi, à délocaliser non pas en Tchécoslovaquie ou en Roumanie ou en Malaisie comme à l'heure actuelle, hein, mais à délocaliser où ça? Ben, à délocaliser dans les campagnes. Donc on préfère faire travailler des paysans dans les campagnes qui, eux, ne sont soumis à aucun règlement et où les salaires ne sont pas fixes, où il n'y a pas de règlement de salaire. Et là, donc, la première industrialisation, si vous voulez, les premières victimes de l'industrialisation se trouvent dans les campagnes et pas dans les villes, comme on pourrait le penser a priori. Donc très très important de savoir que la proto-industrialisation se fait dans les campagnes et que les premiers à souffrir de l'industrialisation, non pas l'industrialisation au sens de la révolution industrielle, où là vous avez des machines qui fonctionnent, mais je dirais cet artisanat spécialisé dans le domaine de la production textile, la laine, le lin, etc. Mais on les fait travailler non plus dans les villes, mais on fait travailler les paysans, parce que ça coûte trop cher en ville, où là les ouvriers sont protégés par des règlements. Voilà. Alors ça, c'est pour les conséquences économiques et les conséquences sociales. Bien sûr, vous avez également des conséquences culturelles et religieuses. Alors, quelles sont-elles, ces conséquences culturelles et religieuses? Eh bien, quand les Espagnols et les Portugais arrivent en Amérique, ils cherchent à évangéliser les populations. Il y a même une dispute célèbre à Valladolid pour savoir si les Indiens avaient une âme. Vous voyez? Problème, parce qu'évidemment, évangéliser des animaux, ça n'aurait pas beaucoup de sens, bien entendu. Cette évangélisation se fait des franciscains et des dominicains. Il y aura plus tard les jésuites aussi, qui vont d'ailleurs créer une république au Paraguay pour permettre aux Indiens qui avaient fui les plantations de pouvoir reconstituer des communautés où ils étaient autonomes.
Mais cette évangélisation est très superficielle. On arrive dans un village et je dirais qu'on baptise à la grosse louche. Hein, on tient le curé, le franciscain, le missionnaire ou le dominicain qui arrive là, arrive et il tient un discours que les gens comprennent à moitié, ou certainement pas dans sa substance. Encore faut-il que les franciscains et les dominicains étaient eux-mêmes toujours tout à fait au fait de la théologie, et on baptise très très rapidement les gens comme ça. Ils sont convertis rapidement, aussi par la force, hein, pas oublier. Ce qui veut dire que pour ces populations, vous allez avoir souvent des cultes intermédiaires, syncrétiques, mélangés, où il y a des éléments du christianisme, parce qu'officiellement ils sont chrétiens, et des éléments des anciennes croyances. Hein, si vous allez dans les Andes, vous avez effectivement la croyance à la Vierge Marie, certainement, au Mexique aussi, mais derrière la Vierge Marie, vous aurez des divinités de l'époque précolombienne, comme Pachamama, Pachacamac, vous allez avoir également la Vierge de Guadeloupe, où on mélange en fait des croyances chrétiennes et des croyances indiennes. Un des éléments d'ailleurs qui est avancé par les anthropologues pour expliquer le succès du christianisme dans la civilisation aztèque, c'est que c'était une civilisation sanglante où il y avait des sacrifices et que Jésus, ne l'oubliez pas, est un sacrifié. Donc vous voyez, hein, c'est au fond, il y a des éléments comme ça qui auraient permis la jonction. Alors, sur le plan culturel, vous allez avoir bien sûr l'arrivée l'expansion de l'art baroque qui est créé en Europe vers 1560, et donc au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, vous aurez dans les colonies portugaises et espagnoles de nombreuses églises qui vont être édifiées dans ce style, en y ajoutant toutefois des touches locales. Mais l'art baroque, dans ces régions-là, est vraiment exubérant, avec beaucoup d'ornementation, beaucoup d'or aussi, alors que les populations locales étaient très pauvres. Sur le plan social, un système de caste se met en place, avec au sommet les Européens métropolitains, dans le domaine de l'armée, dans le domaine de la fonction publique, la haute administration, les négociants également, qui dominent une deuxième catégorie qui sont les créoles. Les créoles, ce sont les Espagnols et les Portugais qui se sont installés là pour plusieurs générations, même définitivement, et qui sont souvent des grands planteurs. En dessous de cela, vous avez les Indiens qui travaillent la terre, et puis vous avez les métis et enfin les Noirs. Alors les métis, il y a des métis dans tous les genres. Hein. Vous avez des métis, je dirais, blancs indiens, blancs noirs et indiens noirs. Les métis qui se trouvent tout à fait en bas de la hiérarchie, ce sont les métis, évidemment, entre indiens et entre noirs. Voilà. C'était le cas d'Henri Salvador au Brésil. Hein. Il appartenait donc à ce mélange de population indienne et de population africaine. Voilà, je crois vous avoir dit l'essentiel. Retenez quand même qu'il y a il ne faut pas nier aussi, certainement pas, l'importance des découvertes scientifiques. On a découvert un nouveau monde, donc découvertes géographiques, on a découvert de nouvelles terres, on a découvert, donc des cartes vont être établies à partir de ce moment-là. Ça vous intéresse en particulier en tant que futur professeur d'histoire géo. On va découvrir le phénomène de la mousson, on va découvrir le système des alizés. Dans le domaine de l'astronomie, on va découvrir un autre ciel dans l'hémisphère sud. On ne devra plus se diriger avec l'étoile polaire, mais avec la croix du Sud, par exemple. On va découvrir de nouvelles plantes. Je vous en ai cité déjà tout à l'heure. Par exemple, la pomme de terre, qui ne sera utilisée qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle. Hein, la pomme de terre vient des Andes, hein, du Pérou, et qui servira à remplacer le blé lors des crises frumentaires. On va découvrir aussi de nouveaux animaux. Pensez à la dinde. J'ai parlé du lama tout à l'heure, la dinde. Mais inversement, on va importer le cheval. Donc les Indiens qu'on voit toujours sur des chevaux, en fait, ils montent des animaux qui ont été importés à partir du XVIe siècle et qui ont trouvé un milieu favorable, c'est très darwinien ce que je dis, et qui ont pu se répandre à travers les plaines
de l'Amérique du Nord, etc., etc. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous montre maintenant quelques livres dans l'ordre où les sujets ont été traités dans le cours de mon exposé. Alors, le fameux ouvrage de Bachet qui montre qu'il y a continuité entre le Moyen-Âge et le XVIe siècle, et que la colonisation, en fait, trouve ses origines dès le XIe siècle. C'est un ouvrage qui est apparu chez Aubier, donc Jérôme Bachet, La civilisation féodale, alors de l'an 1000 à la colonisation de l'Amérique. Et donc ça remet en cause la fameuse rupture que j'évoquais tout à l'heure de 1492. Un ouvrage qui montre également que la recherche de l'or des épices remonte au Moyen-Âge et que l'homme d'affaires est déjà présent dès le XIIIe, XIVe siècle à Venise, à Gênes, mais aussi en Flandre. Il y a deux pôles de croissance, c'est un petit peu comme la Silicon Valley, si vous voulez, en Californie au XXe siècle et au XXIe siècle. Vous avez deux pôles et deux grands pôles de croissance dans le monde au Moyen-Âge. C'est Venise, Gênes, donc le nord de l'Italie, bientôt Milan, il y a aussi Pise et Florence, bien sûr, et d'autre part les Flandres, c'est-à-dire Bruges, Gand, Ypres, plus tard Anvers, à partir du XVIe siècle. L'ouvrage de Jean Favier, qui était directeur général des Archives de France, également professeur à la Sorbonne, qui écrit un livre publié chez Fayard, De l'or et des épices, naissance de l'homme d'affaires au Moyen-Âge. Alors, un petit livre qui est un petit livre, je dirais, décapant et humoristique, écrit par un grand historien italien qui s'appelle Cipolla, Le poivre, moteur de l'histoire. C'est un petit livre, ça coûte 1,50 €, publié par l'Esprit Frappeur. C'est un petit livre décapant. Il était professeur, entre autres, à l'école normale de Pise et aussi aux États-Unis. Alors, sur la découverte elle-même, maintenant, un livre de Jacques Heers, La découverte de l'Amérique, publié chez Complexe, en 1492. Alors, ce livre, contrairement de nouveau à ce que pourrait laisser entendre la page de garde, ne porte pas sur l'histoire de la découverte elle-même, mais surtout sur l'histoire de la réception de la découverte en Europe. Donc, c'est comment la découverte de l'Amérique a été vécue par les Européens. Donc, il y a les contestations des scientifiques, ils disent mais c'est pas possible que la Terre soit sphérique, c'est pas possible qu'il ait découvert les Indes, etc. Donc, c'est la réception. Jacques Heers, également un professeur à la Sorbonne. Alors, de Pierre Chaunu, il va dans le même sens que Bachet, sauf que Bachet se limite au Moyen-Âge et que Chaunu est un spécialiste à l'origine du XVIe siècle. L'expansion européenne du XIIIe au XVe siècle, donc il va dans le même sens que Bachet, et il s'intéresse beaucoup ici surtout à la colonisation portugaise. Il écrit un autre livre qui est la suite du précédent, de la collection Nouvelle Clio. C'est un autre format, mais à l'origine cet ouvrage-ci a été publié sous ce format-là également, donc Conquête et exploitation du Nouveau Monde. Pierre Chaunu écrit une thèse monumentale en 12 volumes sur Séville et l'Atlantique, avec de nombreuses statistiques, où il étudie justement le commerce, l'arrivée de l'or et de l'argent en Espagne au XVIe siècle, donc publié aux presses universitaires de France. La suite de ces deux ouvrages-là est due à Frédéric Moreau, qui est un spécialiste de l'histoire du Brésil, L'expansion européenne 1600-1870, presse universitaire de France. Ces trois ouvrages sont publiés donc dans la collection Nouvelle Clio, qui comprend une partie bibliographique importante, suivie de l'exposé des faits, et enfin une partie problématique, qui vous informe, bien que ces ouvrages ne soient pas très récents, sur les recherches des historiens à l'heure actuelle. Une synthèse de Jean Meyer, encore un prof à la Sorbonne, Les Européens et les autres de Cortés à Washington, publié chez Armand Collin. Sur les civilisations précolombiennes, deux ouvrages classiques. D'abord sur les Aztèques de Jacques Soustelle, qui est un anthropologue qui était très à droite dans les années 60, parce qu'il a joué un rôle également dans la guerre d'Algérie. Voilà, c'est la vie quotidienne des Aztèques à l'époque de la conquête, donc de Moctezuma, qui était l'empereur des Aztèques. C'est un anthropologue. Autre
livre d'une anthropologue, de Laurette Séjourné, La pensée des anciens Mexicains, publié chez Maspero. Alors, maintenant, concernant les Incas, de Nathan Vachtel, La vision des vaincus, chez Folio, collection Histoire. Alors là, c'est un anthropologue qui s'est attaché à l'histoire des populations sud-américaines, qui était professeur au Collège de France, et qui apporte qui renouvelle complètement notre vision, c'est le cas de le dire, de la conquête et de l'exploitation de l'ex-empire Inca, en montrant la déstructuration mentale et la déstructuration sociale des populations andines. D'Alfred Métro, au Seuil, Les Incas, aussi un anthropologue, donc ce sont plutôt des anthropologues, des ethnologues qui ont travaillé sur l'histoire des populations précolombiennes, et encore un ouvrage, dont je vous montre la page de garde parce que j'ai plus la couverture, d'un grand anthropologue également de l'Afrique, de Georges Ballandier, La vie quotidienne au royaume du Congo du XVIe au XVIIIe siècle. Hein? N'oubliez pas que les Portugais sont arrivés au Congo, et ce sont les Portugais qui ont, baptisé et évangélisé cette région-là dès le XVIe siècle. Sur la colonisation en général, un gros ouvrage, ce n'est pas une synthèse, c'est un recueil de chapitres écrits par des spécialistes sous la direction de Marc Ferraud, le livre noir du colonialisme, donc du XVIe au XXIe siècle, qui explique comment les différentes populations dans le monde ont été colonisées, ce qu'elles ont vécu, comment elles ont été exploitées. Sur l'Amérique maintenant, de Pierre Chaunu, que j'ai déjà cité tout à l'heure, Les Amériques, 16e, 17e, 18e siècle, dans la collection U-Prisme chez Armand Collin. C'est un petit livre qui est tiré d'un ouvrage plus général qui s'appelle Les Amériques, publié chez Armand Collin. De Georges Baudot, maintenant, La vie quotidienne dans l'Amérique espagnole au XVIe siècle, chez Hachette. Chaunu toujours, Histoire de l'Amérique latine, aux presses universitaires de France. De Frédéric Moreau, que j'ai pu citer tout à l'heure, aux éditions Chandaigne, Histoire du Brésil, où il montre les 3 cycles de l'histoire brésilienne, c'est-à-dire le cycle du sucre, le cycle du café, de l'or, et enfin le cycle de l'or, c'est-à-dire qu'il y a 3 périodes successives dans l'histoire coloniale du Brésil. Ça va ? Donc le sucre à l'origine, 16e, 17e siècle. Au 18e siècle, c'est l'or. Si vous allez dans le sud du Brésil, il y a une région qui s'appelle le Minas Gerais, c'est-à-dire la région des mines générales. Je les ai visitées il y a 2 ans, où vous voyez toutes les mines où travaillaient donc les Indiens à partir du 18e siècle. Et enfin, le cycle du café qui a permis la croissance de Sao Paulo. Vous savez qu'il y a eu trois villes qui se sont succédées dans la direction du Brésil, enfin plusieurs même. Il y a eu d'abord Recife, il y a eu Bahia, Bahia qui veut dire la baie tout simplement. La baie, en fait, c'est la baie de tous les saints. C'est San Salvador de Bahia de Todos Santos. Ça veut dire Saint Salvador, le saint sauveur de la baie de tous les saints. Voilà. Et puis il y a eu par la suite, Rio de Janeiro, ça veut dire la rivière de janvier, parce que les Portugais, quand ils sont arrivés là, ils étaient persuadés que c'était l'embouchure d'un fleuve, alors qu'à Rio, il n'y a pas de fleuve du tout. C'est simplement, il y a une avancée de l'océan à l'intérieur des terres, donc il n'y a pas de rivière à cet endroit-là. Et pourquoi de janvier ? Parce qu'il avait découvert au mois de janvier, Rio de Janeiro. Puis il y a eu par la suite, donc Sao Paulo, pour le café, et enfin, après la Deuxième Guerre mondiale, donc, on a fondé la ville de Brasilia, donc en pleine Amazonie. Alors, toujours sur le Brésil, le livre de Gilberto Freire, Maître et esclave, la formation de la société brésilienne, dans la collection Tel, chez Gallimard.
De Pierre Chaunu, encore lui, un extrait de sa thèse doctorat dont je vous parlais tout à l'heure, qui porte sur Séville et l'Atlantique. Il en a tiré à partir du volume 8 un livre qui s'intitule Séville et l'Amérique, 16e-17e siècle. Et il a également tiré des statistiques du volume 17 qui se trouve à la fin. Alors, une histoire générale très très bien faite pour le XVIe siècle dans la collection Larousse de Poche, le XVIe siècle 1492-1610 de Michel Morino, qui est un excellent historien économiste. Superbe livre, qui pose vraiment des problèmes, ce n'est pas une histoire narrative chronologique. De Frédéric Moreau, que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises pour son ouvrage sur les mondes extra-européens de 1600 à 1870 et pour son livre sur le Brésil, le XVIe siècle européen, aspect économique, qui est essentiellement consacré au problème de l'offre et de la demande, le mouvement des prix, l'inflation au XVIe siècle. Alors un grand classique, la grande thèse de doctorat de Fernand Braudel, qui est un des plus grands historiens du XXe siècle, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Je n'ai apporté ici que le tome 1, qui est un ouvrage de géohistoire où il mêle la géographie, l'histoire, l'économie, et où il montre qu'il y a 3 niveaux d'analyse dans l'histoire du XVIe siècle, ce qu'il appelle d'abord l'océan lui-même, la mer, c'est-à-dire les structures de base, les structures du quotidien, ensuite le niveau de l'économie, et enfin le niveau des événements, qui tournent autour de la bataille de Lépante en 1571. Sur Anvers, un vieux livre pour la Belgique, un vieux livre, mais qui est toujours intéressant, Anvers, métropole de l'Occident, au XVIe siècle. Je vous ai dit que Anvers va être supplanté par Amsterdam à partir de 1580, et le XVIIe siècle, comme vous le savez, c'est l'âge d'or des Provinces-Unies, où la compagnie des Indes orientales hollandaises va dominer véritablement le commerce. Toujours sur la Belgique, un ouvrage, c'est la thèse doctorat de Jean Lejeune, La formation du capitalisme moderne dans la principauté de Liège au XVIe siècle, qui est consacré bien sûr à l'origine de la métallurgie. Je crois que pour comprendre ce qui se passe maintenant, on parle beaucoup des laminoirs à chaud, laminoirs à froid. Vous avez entendu qu'on a dû fermer plusieurs laminoirs donc, dans la région de Liège, Arcelor, si vous avez suivi un petit peu, Mittal, et qu'il n'y a plus que la moitié des, des laminoirs qui fonctionnent pour l'instant. Alors, encore quelques livres. De Pierre Villard, aussi professeur à Sorbonne, Or et monnaie dans l'histoire. C'est en fait un recueil d'articles, de leçons, dont plusieurs sont consacrés au mouvement des prix, à l'exploitation de l'or, à l'exploitation des mines d'argent et d'or, en particulier du Potosi, donc en Bolivie, au XVIe et XVIIe siècle. Un ouvrage de Pierre Janin, publié au Seuil, Les marchands au XVIe siècle, de Charles Verlinden, qui était professeur à Gand, Les origines de la civilisation atlantique. Alors c'est intéressant comme thèse, il essaye de montrer qu'à partir de la découverte de l'Amérique, eh bien c'est un autre monde qui se forme, comme on pourrait maintenant parler progressivement de la civilisation du Pacifique sur le plan économique, puisque vous savez que la Californie, le Japon, la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud constituent ce qu'on appelle un petit peu les dragons asiatiques, et que vraiment le centre du monde, de la vie économique, se serait déplacé vers le Pacifique. Quoiqu'il faut quand même relativiser les choses, parce que je crois que la bourse de New York a quand même son importance, et les économies européennes ne doivent quand même pas être négligées. Alors, un ouvrage général qui date de 1979, sous la direction de Pierre Léon, Histoire économique du monde, ouverture du monde, 14e, 16e siècle. Il appartient à une série de 6 volumes, et là vous avez vraiment le point, c'est un point qui date de près de 30 ans maintenant. Alors, ici, 2 ouvrages fondamentaux de Fernand Braudel, dont je vous ai déjà parlé, qui était professeur au Collège de France, qui est mort en 1985. Il a
Donc sa thèse datait de 1947. Alors en 1967 pour le premier volume et en 1979 pour les deux autres volumes, il a publié un ouvrage sur l'histoire économique du monde entre le 15e et le 18e siècle qui s'intitule « Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e, 18e siècle ». Le premier volume s'appelle « Les structures du quotidien », le second « Les jeux de l'échange » et le troisième « Le temps du monde ». C'est passionnant, c'est vraiment... Je dirais, moi je me souviens, j'étais étudiant à l'époque, les mois qui ont précédé la publication de ce livre, c'était également un événement éditorial, on l'annonçait dans la presse et tout, et moi j'allais chaque semaine à la librairie, en attendant la sortie de ce livre-là, et bon, voilà, enfin chacun a ses idoles, et quand j'étais étudiant, quand j'avais 20 ans, voilà, c'était l'ouvrage, 21 ans à ce moment-là, dont j'attendais la parution, j'étais en dernière année à l'université. Voilà, alors dans le premier volume, c'est la vie quotidienne. Dans le deuxième volume, en fait, c'est l'économie, et dans le troisième volume, c'est le capitalisme, où il montre, en fait, la thèse de cet ouvrage, c'est que il y a ce qu'il appelle économie monde, en fait, c'est une économie qui se développe à partir d'un centre économique, successivement Venise, Anvers, Gênes et puis Amsterdam, et comment dirais-je, c'est un centre économique à partir duquel vers lequel tout doit converger, et tous les produits sont exploités à partir d'une périphérie. Et c'est ça ce qu'il appelle une économie monde. Donc ce n'est pas la mondialisation actuelle. Je vous montre la couverture du volume 2. Voilà. Et enfin, je vous montre un ouvrage qui est dans la même veine, qui est dû à Immanuel Wallerstein, qui est un professeur, un sociologue et historien économiste aux États-Unis, qui a fondé d'ailleurs le centre Fernand Braudel aux États-Unis, et qui va... Bon, il y a une nuance, il ne pense pas exactement la même chose, mais qui est dans la même problématique que celle de Braudel, c'est le système du monde du XVe siècle à nos jours, volume 1, Capitalisme, économie, monde, 1450-1640, paru chez Flammarion.